Chapitre 1. Lupin s'éveilla doucement au cri exaspérant d'une mouette railleuse. Il flottait tranquillement à la surface de l'eau et se sentait en paix. En découvrant un ciel d'aurore déclinant les prémices d'un azur, une sérénité absolue envahit Lupin. Le bain était à la température de son corps, à moins que ce ne fût le contraire. Il se sentait dans un état rassurant, régressif. Aucune vague ne perturbait sa quiétude. Seul un léger vent soufflait. Lupin n'aurait pu imaginer plus doux réveil. Il humecta ses lèvres et leur trouva un goût salé d'embrun marin. Il franchit alors un nouveau palier de conscience et réalisa qu'il flottait au milieu des flots. Il paniqua. D'un coup, il voulut se redresser et constata qu'il n'avait pas pied. C'est ainsi que son petit déjeuner, une tasse d'eau de mer, annonça le menu de sa prochaine heure. Immédiatement après, elle fut suivie d'une quinte de toux rauque caverneuse. L'oiseau qui l'avait réveillé se tut. Il dérivait tranquillement à la surface non loin de lui et l'observait silencieusement d'un œil critique. L'humain était resté endormi, surnageant sans le moindre effort depuis qu'il s'était métamorphosé à l'aube naissante, et, maintenant qu'il s'éveillait réellement, il se noyait. Pitoyable. Alors que Lupin buvait sa seconde tasse d'eau de mer, la mouette railleuse décolla, dépitée par cette espèce pathétique. Désormais convaincue que l'homme qu'elle avait trouvé flottant si loin de la côte était plus intéressant, inconscient. Lupin se retrouva donc seul à lutter contre son pire ennemi, lui-même. Et malheureusement, lui-même était paniqué et se mit à gagner, ou à perdre, c'est selon. La terrible malédiction qui le liait à l'élément aquatique depuis qu'une truite garou l'avait mordu ne le sauverait pas. Il faisait jour et, faute de pleine lune, il ne pouvait compter sur une éventuelle transformation. De plus, il sortait tout juste d'une métamorphose, ce qui expliquait sa nudité et sa présence en ces lieux. Son corps lui rappela d'ailleurs par de sourdes courbatures ses involontaires exploits de la veille. Des réminiscences incertaines de Célène, la fille qu'il aimait, entraînèrent en lui une lame de fond de désespoir qui se mêla aux vagues qu'il créait dans l'eau. Ensemble, elles le firent sombrer en bref instant. Il lutta pour remonter à la surface. « Comment ai-je pu échouer en pleine mer? Comment vais-je m'en sortir ?» s'inquiéta-t-il. Lupin se souvenait rarement de ce qui lui arrivait pendant ses transformations en truite-garou. Seules quelques images pouvaient parfois lui revenir de ces moments où sa part ictienne l'emportait sur son humanité. La fatigue qui l'assaillait les lendemains de métamorphose était bien plus forte que d'habitude. Elle était en train de devenir paralysie. Il en comprit la cause. Son corps était en hypothermie. Lupin, qui jusqu'à présent se maintenait encore péniblement à flot, à bout de force, les muscles engourdis, les membres douloureux et l'esprit embrumé, commença à sombrer. Alors que la mer recouvrait son visage, ses yeux restèrent ouverts à contempler le ciel à travers les vagues limpides, entreapercevant épisodiquement des flashbacks flous aux couleurs étranges. Il était alors dans sa forme de truite-garou et revit par ses yeux de poisson les images d'un dragon noir, de nombreux soldats, une fournaise s'abattant sur lui, un déchaînement de magie. À nouveau, il vit Célène, mais de manière nette cette fois. Elle était penchée sur lui, le regard rougi, et elle lui souriait en lui disant des paroles qu'il n'avait pas comprises. Dans le flash suivant, une féroce créature le frappait et le catapultait au loin dans cette mer. Une fois dans l'eau, son instinct animal avait repris le dessus et il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé après. Maintenant de 3 pieds immergés, la respiration bloquée, il se demanda s'il allait mourir par cette belle journée naissante et ne plus jamais revoir Célène. C'est alors qu'il remarqua la proue d'une embarcation s'approcher au-dessus de lui. Et, à travers la surface, il distingua une silhouette familière, troublée par l'eau et d'eau au soleil, qui se penchait par-dessus le bastingage du petit bateau. Mais Lupin coulait inexorablement. Quelqu'un criait vers lui, s'agitait, sans que Lupin puisse l'entendre. Le silence sous l'eau était assourdissant. Poussé par le désespoir, Lupin découvrit l'énergie pour donner à son corps une dernière impulsion. Il parvint à faire jaillir son bras à l'air libre. Ce faisant, il utilisa ses ultimes ressources. Sa volonté vacillait. Mais la silhouette entreaperçue fit tout ce qu'elle put pour ne surtout pas l'attraper. Et Lupin, les yeux piquants et ruisselants, ne sortit pas la tête hors de l'eau suffisamment longtemps pour voir qui se trouvait sur l'embarcation. Il eut à peine l'occasion de prendre une inspiration trop tôt, faisant entrer du liquide dans ses poumons. Tout juste entendit-il une voix mâle s'agacer. « Mais non, c'est pas comme ça qu'on... » Lupin, entraîné par son poids, coula à pic cette fois. Le ton de l'inconnu lui rappela quelqu'un. Il avait désormais la certitude de savoir qui était l'homme sur le bateau. En quelques instants, Lupin se retrouva 8 coudées sous la surface, le visage tourné vers l'inquiétant fond marin, puis,
Alors qu'il se devinait hors de portée de son éventuel sauveur et qu'il perdait tout espoir, une douleur aiguë se fit au niveau d'une de ses fesses. Il se sentit hissé, lentement, tiré vers le haut, sans comprendre comment. Au même moment, une envie irrépressible d'expectorer l'eau salée le mit au supplice. Mais il tint bon, aussi longtemps que dura sa remontée. Arrivé à l'air libre, Lupin toussa tout ce qu'il put, suffoquant pour faire entrer dans ses poumons plus d'air qu'il n'en sortait d'eau de mer. Incapable encore de penser, il continua de s'élever de plusieurs coudées au-dessus de la surface, tel un poids mort, plié en deux, la tête, les bras et les jambes ballants, soulevés par l'arrière-train. Lupin fut relâché durement sur le plancher de l'embarcation. « Voilà, c'est comme ça qu'un vrai pêcheur repêche un noyé, Bouliou. J'allais quand même pas te choper par la main. On n'est pas à l'école, c'est juste n'importe quoi sinon. Autant demander à la poiscaille de sauter dans la barque après. » Lupin reconnut la voix autant que la méthode avec certitude. Elle appartenait à Pêcheur, le vieil homme qui lui avait sauvé la vie par le passé et offert la canne aux propriétés invraisemblables, venait de le secourir à nouveau. En le pêchant comme un vulgaire poisson, c'était tout lui. Lupin débordait de gratitude. Sa bouche s'ouvrit mais nul son n'en sortit. Pêcheur ne parut pas s'en rendre compte, tout affairé qu'il était, à décrocher l'hameçon figé dans la fesse de Lupin. « Tu m'excuses, gamin. Je fais pas dans l'attouchement, mais cet hameçon est une variété rare de sangsue ventouse qu'il vaut mieux que je vire de ton croupion. C'est pratique quand tu veux pêcher une prise sans l'abîmer, mais si on laisse la bestiole trop longtemps, le poisson a tendance à diminuer de volume et la sangsue à devenir grosse comme une holoturie des abîmes. D'habitude, j'utilise ce type de technique uniquement lorsque je veux remettre mes prises à l'eau. Voilà, je t'en ai débarrassé. Par réflexe, je te refoutrais bien à la baille d'ailleurs. » Pêcheur semblait sincèrement hésiter. « T'es sûr que tu veux pas que je te rejette à la mer histoire de dire ? Non, t'as pas l'air d'avoir la force, parce que là, ça me dérange un peu quand même. Tu sais que c'est limite contraire à mes valeurs ce que tu me fais faire. T'es pas bien réglementaire niveau taille pour ton espèce. Un vrai pêcheur, ça ne garde que des spécimens adultes. Ça me chiffonne. » Lupin devinait le vieil homme parfaitement sérieux. Il se rappelait de l'énergumène. Il ouvrit la bouche pour parler, mais n'y parvint pas. « Bah dis donc, dans quel état que tu t'es pas foutu encore, conno ? Oh bah t'es tout palo. Tu vas pas me claquer entre les pattes, ma parole. Et pourquoi à chaque fois que je te trouve, t'es un poil ou dans les vapes ? C'est ta marotte ou quoi ? » Lupin se mit à grelotter. « Mais c'est que tu frétilles comme un gardon, Bougnou. Attends, je vais te filer une boisson chaude, ça va te requinquer. » Au souvenir des ignobles breuvages du vieil homme, Lupin essaya de décliner, sans succès. Lupin tremblait d'un froid qu'il n'avait pas ressenti de prime abord tant ses nerfs étaient engourdis. En tout cas, il fit le constat qu'aucune de ses précédentes métamorphoses en truite-garou ne s'était accompagnée d'une telle sensation d'épuisement et d'autant de courbatures. Il se remémora ce que son corps avait récemment enduré, juste avant sa transformation en truite poilue de taille humaine, une chute brutale d'une bonne trentaine de coudées sur le toit du palais de l'Oracle, lui crachant et s'affaissant dans une flaque de son propre sang, sa vue se troublant alors qu'il retrouvait l'amour de sa vie, poursuivi de longs mois à travers tout un continent en guerre. Puis, plus rien, plus d'images, seulement une vision de la pleine lune, la sensation de cette métamorphosée et quelques souvenirs fugaces de Sélène. Il fit le constat que sans sa malédiction, il serait probablement trépassé des suites de sa chute. Sa récente disgrâce par l'archange, après que ce dernier ait fait de Lupin un héros, l'avait conduit à l'article de la mort. Il n'était plus le chevalier à la canne à pêche, le libérateur du continent d'Europée, un symbole pour les humains des régiments de l'Élysée. Il était redevenu Lupin, un humble apprenti boulanger de 16 ans, bien loin de son chez-lui natal, la réserve d'hommes où il avait grandi. Il ne savait même plus où se trouvait la prodigieuse arme qui lui avait valu son titre de noblesse. Il s'en voulut en y repensant. Où pouvait bien être passé ce précieux objet que le vieil ermite nommé Pêcheur lui avait offert naguère? Il se força à se souvenir de la nuit précédente. L'archange l'avait contraint à s'arrimer à un ange kamikaze et à aller s'exploser sur le palais de l'Oracle. Cela moins pour détruire ce dernier que pour se débarrasser définitivement de Lupin. Rien ne s'était déroulé selon la volonté de cette toute-puissante créature. Grâce au pouvoir de prédiction de l'Oracle, sans doute, l'édifice était resté intact et Lupin n'était pas mort. Mais il avait été gravement blessé dans sa chute. Il avait atterri par hasard là où Sélène se trouvait. Et alors qu'il s'apprêtait à succomber en la retrouvant, la pleine lune était apparue et avait réveillé sa malédiction de truite-garou. C'était tout ce dont il se souvenait. Mais il semblait que d'autres réminiscences affleuraient en dessous, plus diffuses. Pêcheur revint, une tasse fumante à la main. « Tiens, je t'ai pris une couverture aussi. » Le vieux bonhomme le recouvrit d'un filet de gros aux mailles larges. Tout en grelottant dessous, Lupin se rappela que le vieil homme était plein de bonne volonté et d'attention,
Un filet à poisson était juste sa conception pêcheur d'une couverture. Lupin l'avait suffisamment côtoyé pour comprendre son fonctionnement. Puis, son sauveur l'aida à se redresser en position assise. Il lui fit boire d'un coup son breuvage fumant, que Lupin reconnut comme étant une simple tasse d'eau de mer chauffée. Lupin vécut un nouveau simulacre de noyade. Lupin toussa tant qu'il en finit rouge comme une tomate. La seule chose pire que l'eau de mer, c'est l'eau de mer bouillante. Eh ben tu vois, mon thé des mers t'a remis un beau coup de fouet. T'as des couleurs, je trouve. T'étais pâle comme de la chair de limande. Maintenant tu rougeois comme une rascasse. Tu sais que c'est bourré de minuscules petits poissons qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Y a plein à manger dedans. Allez, reprends-en un gorgeon. Lupin parvint à interposer sa main et attrapa le gobelet. Comment avez-vous... Bah, je t'ai retrouvé à l'odeur de poiscaille qui t'imprègne. Je suis arrivé à temps. T'as pas de boule avec le destin, dans ton genre. Tu te rappelles de ta promesse, gamin? Lupin se souvenait effectivement de son premier sauvetage par pêcheur. Ils avaient convenu qu'un jour surviendrait où le vieil homme aurait besoin de lui comme témoin de son ultime exploit. Désormais, Lupin lui était doublement redevable. À son grand désespoir, Célène devrait attendre qu'il s'acquitte de sa dette qui ne cessait d'enfler. Pêcheur lut dans le regard de Lupin que ce dernier n'avait pas oublié. « L'heure est venue. Accroche-toi fermement au pont, ma petite patelle, et repose-toi. Je vais profiter de cette alizée pour enquiller quelques cordées. Ça sent bon la pêche au dieu des mers, mon cono. Le couronnement de la carrière du plus grand pêcheur de tous les temps approche. » Le dieu des mers Parvint à prononcer Lupin avec inquiétude. « Cap vers le maelstrom !» Oui, en pleine mer. S'inquiéta-t-il à merde. Gifle-moi. Pendant toute cette période, il avait rencontré une autre petite truite et ils avaient fait des bébés ensemble. Ils s'étaient posés quelque part sous l'océan et avaient fondé un foyer. Pardon. Je suis désolé. Mais j'ai trouvé une histoire alternative. Donc j'ai commencé à la développer, quoi. C'était mignon. Ils les avaient appelés, leurs enfants, Georges, Guy, Raoul, Maurice, Bertrand, parce qu'ils étaient très nombreux, des centaines.